Bonjour et bienvenue dans ce nouveau 7-8 Week-end, votre magazine sorties et loisirs au sommaire. Ce week-end, c'est la 13e édition d'Armanet, une exposition d'art plastique. Peintres, sculpteurs ou encore graveurs seront présents pendant 2 jours. L'exposition est aussi caritative puisque les dons seront reversés à diverses causes. Jusqu'au 6 décembre, la salle d'exposition à Guyancourt se transforme en décor de contes merveilleux. À cette occasion, un conte a été spécialement écrit et diverses activités sont proposées. Et comme chaque mois, Sylvie Laouna, directrice d'Yvelines Tourisme, vous donnera quelques idées sorties. Louis XIV et Versailles sont indissociables, mais avant que le pouvoir ne s'installe dans les Yvelines, la commune de Versailles était un bourg. L'exposition Un roi, une ville, Louis de Versailles retrace leur histoire commune. Séphora Namani et Patrick Jacques de Dixmude. La bibliothèque municipale de Versailles présente jusqu'au 16 janvier l'exposition Louis de Versailles dans le cadre du tricentenaire de la mort du roi Soleil. Elle retrace la vie de son monarque et l'essor de la ville, modelé par la seule volonté royale. Louis XIV voulant à tout prix quitter Paris et affectionnant Versailles pour ses terrains de chasse. C'est un village de 400 ou 500 âmes. À la fin du règne, Versailles a la dimension d'une ville comme Bordeaux, alors que ça n'est ni un port, ça n'est pas une ville qui est non plus sur des voies de communication importantes, ça n'est pas un nœud commercial important. Par conséquent, cette ville devenue importante l'a vraiment été par la volonté royale. La cour s'installe à Versailles en 1682 et ce sera la capitale jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Bibliothèque municipale, archives communales, école des beaux-arts de Versailles et musée Lambinet conjuguent leurs collections et offrent au public des pièces exceptionnelles comme l'acte de naissance de Louis XIV, des portraits d'époque, des estampes contemporaines et gravures d'origine. Il s'agit du carrousel de Louis XIV qui fait référence à un événement qui a eu lieu en 1662. Pour le roi, c'est la première occasion de manifester en fait son pouvoir retrouvé, puisque dans ce carrousel sont invités à le suivre derrière l'ensemble des princes de la noblesse française. C'est donc un manifeste politique pour Louis XIV qui apparaît en empereur des Romains, l'Empire romain étant à l'époque la légitimité absolue en termes politiques. Les Versaillais pourront même s'amuser à contempler le très grand parcellaire fidèle à la géographie de la ville à la fin du XVIIe siècle. Cartographie sur laquelle on retrouve les 3 grandes avenues de Versailles qui convergent vers le château, apologie du pouvoir royal. Vous en avez maintenant l'habitude, chaque semaine, les libraires du pavé du Canal vous proposent de découvrir un nouvel ouvrage. Cette semaine, leur choix s'est porté sur une bande dessinée « Comment faire fortune en juin 1940 » de Laurent Astier, Xavier Dorizon et Fabien Nury. Comment faire fortune en juin 40 de Astier, Dorizon et Nury. Donc, comme son nom l'indique, ça se passe en juin 40, juste avant l'arrivée des Allemands à Paris. L'exode a déjà commencé. Et en faisant un tour dans la Banque de France, le responsable découvre qu'il a oublié d'envoyer tout l'or au Canada et qu'il en reste 2 tonnes dans les coffres. Évidemment, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Il y a le convoyeur de fonds qui est chargé d'amener ce butin à Bordeaux, va contacter des amis à lui et va se constituer peu à peu une équipe on peut les qualifier de bras cassés, qui vont prendre en chasse ce fourgon. On est en plein exode. Évidemment, la route entre Paris et Bordeaux est remplie de voitures, de gens à pied, de charrettes, enfin de tous ces gens qui veulent absolument fuir avant que l'armée allemande arrive. L'armée allemande, en plus de ça, survole ces convois et tire à coups d'avion. Donc c'est une sorte de road movie, de polar. Ils sont tous, dans l'ensemble, pas très doués. On a un ancien de la Wehrmacht qui est le pilote du camion qui suit le fourgon. On a un Corse fanatique qui ne veut absolument pas être assimilé à tous ces Français qui fuient les Allemands. On a une jeune femme qui est experte pour manipuler les explosifs et pour ouvrir les coffres. Enfin bon, voilà, toute cette petite troupe dans le camion qui suivent le fourgon et à qui il arrive tout un tas d'aventures, toutes plus loufoques les unes que les autres. C'est plutôt réussi, c'est l'adaptation d'un roman de Signac. Voilà, c'est assez drôle. Ça montre aussi un petit peu comment, dans les situations un peu extrêmes et d'urgence, il y a toujours des gens qui essayent de s'en sortir et qui y arrivent plus ou moins. Voilà, c'est une bonne BD.
Et ça a été écrit par le scénariste de Il était une fois en France, qui était également une série de bandes dessinées sur la Seconde Guerre mondiale. Ce week-end, pendant 2 jours, la ferme du Manet accueille la 13e édition d'Art Manet. À cette occasion, 52 artistes, qu'ils soient sculpteurs, peintres ou encore graveurs, exposeront leurs œuvres. Fernand Roméo, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire général d'Art Manet et président du Lions Club Montigny-les-Trois-Villages qui organise cette exposition. Pourquoi rassembler autant d'artistes au même endroit ? Aujourd'hui, c'est la 13e édition que nous faisons. Donc après un arrêt d'une année, donc nous sommes repartis. Cette année, nous avons 52 artistes. Nous en avions 40 l'année dernière. C'est effectivement assembler l'art avec un point qualitatif. Donc au niveau les fonds qui sont récoltés sont entièrement reversés pour la maladie d'Alzheimer, le handicap et la maltraitance. Voilà. Et pourquoi avoir choisi d'associer les deux alors, exposition d'art et caritatif ? Ça nous permet effectivement de mettre en valeur les artistes des 3 villages, mais ça va au-delà des 3 villages, puisque nous avons des artistes qui viennent même au-delà de la France, donc de Bretagne et du Sud-Ouest. Et j'espère l'année prochaine avoir même des artistes qui viennent de Belgique et d'Allemagne. L'argent récolté, ce sont des dons. Comment ça se passe ? Ce sont des dons. C'était effectivement 1 euro versé, 1 euro touché, pardon, c'est 1 euro reversé. Et ces dons sont entièrement reversés pour des recherches. Donc effectivement, on vient nous présenter un projet. Ce projet est validé par le Lions Club. Et ensuite, on suit effectivement tout ce qui a été fait dans l'ordre de l'argent qui a été communiqué. Cette année, vous avez choisi la lutte contre la maladie d'Alzheimer, le handicap et la lutte contre la maltraitance. Pourquoi ces 3 choix ? Aujourd'hui, on a ouvert, parce qu'il y avait effectivement au départ, c'était effectivement que la maladie d'Alzheimer. On a étendu effectivement au handicap et à la maltraitance selon des projets qu'on nous présente. Et on s'est dit effectivement pourquoi aller effectivement que sur un domaine. Donc on a essayé d'aller sur les 3 domaines dans ce cas-là. Parmi les artistes que vous présentez, il y a un style particulier ou ce sont des coups de cœur de la part du Lions Club ? C'est des coups de cœur, c'est-à-dire qu'effectivement les artistes, on a effectivement à peu près 60% d'artistes qui reviennent d'année en année, et nous avons cette année à peu près 30% de nouveaux artistes, dont d'ailleurs 6 sculpteurs, parce que l'année dernière on était en manque de sculpteurs, et donc cette année nous avons 6 sculpteurs et qui seront là, donc, et qui j'espère vont permettre de nous ouvrir et d'aller encore plus loin l'année prochaine. Ce sont des techniques particulières aussi que vous avez cherché à montrer Toutes les techniques, effectivement, de l'art, aussi bien des sculpteurs sur du carton, il y a des peintres de toutes catégories. C'est franchement, je vous invite à y participer et à venir nous voir. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. 13e édition, est-ce qu'en général, les dons sont importants ? L'année dernière, par exemple, nous avons récolté sur 2 jours 4 500 € qui ont été entièrement reversés. Cette année, avec 52 artistes, on espère d'aller beaucoup plus loin. Donc, on espère aller aux alentours de 5 500, 6 000 €. Je parle aussi, nous avons organisé une tombola depuis l'année dernière. Donc, une tombola où, effectivement, le public peut venir et choisir, effectivement, chaque artiste expose une œuvre qui met en tombola et chaque personne peut choisir l'œuvre de son souhait. Donc le tirage sera fait le dimanche soir, lors de la remise des prix d'ailleurs, puisque nous avons organisé depuis plusieurs années d'ailleurs, le prix du public pour les artistes, le prix du Lions Club et le prix de la ville de Montigny. Voilà. Et parmi ces 52 artistes, il y en a quelques-uns que vous appréciez particulièrement ? Absolument, mais je ne le dirai pas là. Voilà, parce qu'effectivement, ils sont tous magnifiques. Mais effectivement, on a des coups de cœur pour tel artiste ou tel artiste et on se bat chaque année à les faire revenir, effectivement. Et dès qu'on trouve des artistes qui nous intéressent, on les incite toute l'année à parler de Art Manet pour les emmener vers nous. C'est ce que nous avons fait cette année, puisqu'il y a 30% de nouveaux artistes. Et vous les découvrez comment, alors, ces nouveaux artistes ? Chaque fois que nous sommes invités à des vernissages à droite et à gauche, les gens du Lions Club y participent. Et dès que nous avons un artiste qui nous intéresse, on en fait, alors on ne le lâche pas. Donc des fois, c'est un peu du harcèlement, s'en excuse, mais ça, c'est payant au bout du compte. C'est payant pour les artistes et c'est aussi pour la bonne cause. Voilà. Merci Fernand Roméo d'être venu en plateau pour aller admirer les œuvres proposées ce week-end. C'est donc samedi et dimanche à la ferme du Manet à Montigny, le Bretonneux.
Si c'est le théâtre qui vous intéresse, direction Saint-Cyr-l'École. Pour sa deuxième édition, le festival Mort de rire vous propose 5 spectacles. Il y a une problématique, le rire. C'est du 16 au 18 octobre. Écoutez Ophélie Muret, la présidente de l'association La Divine Comédie qui organise le festival. Elle était l'invitée de Kiosque mercredi soir. Pour y avoir participé plusieurs fois dans d'autres communes, on s'était dit que sur Saint-Cyr, ça manquait un peu et on voulait développer un petit peu le côté culturel et donner une image un petit peu différente du théâtre, pas rester dans le côté classique ou tragédie. Le théâtre, c'est aussi plein de choses, c'est du rire, c'est de la comédie. Et donc, on voulait partager ça avec d'autres troupes de théâtre amateurs. Pour en savoir plus sur ces 5 spectacles, vous pouvez retrouver l'entretien réalisé par Sephora Namani sur notre site Internet. On poursuit ce 7-8 week-end avec les idées sorties de Sylvie Laouna. La directrice d'Yvelines Tourisme vous propose plusieurs activités et sorties pour les petits et les grands pendant les vacances de la Toussaint. Bonjour, ce sont bientôt les vacances scolaires, mais aussi Halloween. Donc je vous propose d'aller pour Halloween au château de Thoiry. Au château de Thoiry, les 24, 25 et 26 octobre prochains, vous pourrez dans le château découvrir tous les ancêtres de la famille de la Panouse, propriétaire du château, qui vont vous faire peur puisque c'est Halloween, donc on va jouer avec les fantômes. Et puis nous vous proposons aussi d'aller à l'Arche des Petites Bêtes, où les petites bêtes, vous pourrez les découvrir et vous faire peur avec. Mais les parents sont aussi de la partie parce que les 30 et 31 octobre prochains, nous vous proposons une soirée spéciale pour eux. Pour les vacances scolaires, pourquoi ne pas aller à la ferme de Galy? On vous propose des ateliers où on creuse des citrouilles. L'animateur va couper la tête de la citrouille et vous allez creuser avec les enfants, à la cuillère, avec les mains. Et vous allez pouvoir avoir une citrouille décorative puisque vous allez y faire des yeux, un nez, une bouche. Vous pourrez la mettre en déco de jardin, mais aussi ramasser les bonbons pour Halloween. Donc rendez-vous du 23 au 31 octobre à la ferme de Galy. Pendant les vacances scolaires, nous vous proposons aussi des sensations fortes. C'est à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines et plus précisément l'Acronite. Et c'est le 31 octobre. Avec des peintures fluorescentes, des vêtements fluorescents. Vous allez faire des voltiges, des sauts de Tarzan dans la nuit. Et donc, vous vous reconnaîtrez uniquement avec vos peintures. Donc, rendez-vous avec le Frisson à la base de loisirs de Saint-Quentin le 31 octobre prochain. Nous vous proposons d'aller au musée du jouet à Poissy. Et plus particulièrement pour les enfants, vous pouvez participer aux ateliers du film d'animation. Emmenez vos objets favoris qui figureront dans le film et c'est l'association Les Flamèches qui s'occupe de tout. Donc rendez-vous le 22 octobre au musée du jouet à Poissy pour s'amuser à faire du cinéma. C'est Halloween et nous allons jouer aux apprentis sorciers. Et jouer aux apprentis sorciers au château de Rambouillet, si ça ne vous rappelle pas quelque chose, les petits bouts de chou pourront aussi y aller puisque c'est à partir de 3 ans. On vous fournit la cape, la baguette, le chapeau et vous voilà, apprentis sorciers, pour faire tout un tas d'épreuves dans le château et gagner la possibilité d'être un véritable sorcier. Tout ça donc, c'est du 28 au 31 octobre au château de Rambouillet. Des héros, un méchant, une sorcière, c'est souvent la recette d'un conte pour enfants. Depuis ce mercredi, la salle d'exposition à Guyancourt s'est transformée en paysage de contes et elle invite petits et grands à entrer dans son univers. Notre invité, Aurélien Demaison, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé des publics et de la médiation à Guyancourt et à l'origine de cette exposition. De quoi elle s'inspire ? Alors, cette exposition est partie en fait de plusieurs œuvres d'artistes aux techniques singulières, très originales. Et nous avons souhaité partir de ces œuvres pour les transformer en personnages de contes. Donc c'est à partir de ces œuvres donc, que s'est écrit un conte. Et le propos de l'exposition étant donc de découvrir ce conte. Voilà. Justement, ce conte, c'est une œuvre originale. Oui. Et c'est pas n'importe qui en est l'auteur, parce que c'est vous, justement. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire ?
Eh bien, comme je suis chargé des publics et de la médiation, je fais donc de la médiation, de la transmission aussi auprès de plusieurs publics, notamment des publics scolaires. Et c'était un défi pour moi aussi de me lancer sur l'écriture de ce conte. Ayant fait la sélection avec mes collègues sur cette exposition des œuvres, le choix des artistes, je connaissais bien du coup tous ces artistes et voilà, je me suis jeté à l'eau et voilà, j'ai passé tout cet été à écrire le conte. Vous avez découvert des talents de conteur? Des talents, je n'aurais pas cette prétention, mais en tout cas, c'était un plaisir renouvelé, d'autant que j'ai pu être épaulé aussi sur ce conte avec des très belles illustrations de Julie Dumont. Qui figure également dans le catalogue, comme le conte. Voilà. Et comment ça s'est passé? Ça vous a pris beaucoup de temps à écrire? Vous avez été relu? Oui, bien sûr. Sur ce conte, l'écriture n'a pas été faite toute seule. J'ai été épaulé donc, par Julie Dumont, l'illustratrice, artiste, et qui a donc fait les illustrations, et Brigitte Lurton et Frédéric Jacquemin, 2 artistes présentes dans l'exposition Des Mondes Merveilleux, voilà, qui m'ont apporté leurs conseils avisés, leur soutien dans l'écriture du conte. Voilà, ce conte, il parle de quoi? Alors, c'est un conte qui s'inspire de tous ces récits merveilleux, ces contes de notre enfance. Et donc, c'est une sorte de mélange de tous ces personnages archétypaux, de ces lieux merveilleux que l'on connaît et qu'on retrouve donc dans l'exposition, tels que la forêt, le bois des fées plus exactement, la caverne de l'ogre blanc, le jardin étrange, et puis enfin le palais ensorcelé. Et donc, on retrouve des personnages. Les héros sont des enfants, évidemment, pour tous ces enfants qui arrivent. Voilà, évidemment, on peut s'identifier. Tout le monde a été un enfant, normalement. Et donc, ces enfants voyagent dans ces mondes et traversent des périples. Et évidemment, toujours un parcours initiatique, comme on le retrouve dans ces contes. Et pour nous donner envie de venir, est-ce que vous pourriez nous lire un petit extrait? Avec plaisir. Alors, je vais essayer de bien lire. On vous écoute. Alors on commence toujours un conte avec « Il était une fois, dans un pays très lointain, un roi et une reine qui vivaient dans un palais de marbre blanc. Leurs 3 filles jumelles étaient nées à l'aube d'un jour de neige. Elles avaient la peau diaphane comme la plus pure des porcelaines. Quant au roi, il allait toujours vêtu de blanc, d'un blanc aussi blanc que la pureté de ses actions. La reine avait pour sœur une sorcière. Celle-ci habitait une sombre caverne de l'autre côté des bois du royaume avec l'ogre rouge, son époux. Crainte, mais respectée, elle usait de puissants pouvoirs. L'ogre rouge, lui, terrorisait tous les villages alentours. Le jour de la naissance des 3 princesses, la sorcière aussi avait mis au monde 3 filles. Mais elles avaient la peau rouge, d'un rouge carmin, aussi sombre que le plus sombre des rubis. Un matin de brume, lors de l'une de ces chasses, le roi tua l'ogre rouge de ses mains. La tristesse de la sorcière fut si profonde qu'elle jura vengeance pour son époux. Point d'héritier à la couronne, ni de prince pour les princesses. Et le temps passa, et on oublia la malédiction. Et on se réjouit, car le roi et la reine attendaient désormais un enfant. La veille du 16e anniversaire des 2 fratries, et comme il fut prédit, le palais fut pris du sortilège. Les jeunes princesses se trouvèrent prisonnières de leurs draps translucides. La reine et sa cour se changèrent en tableaux et tapisseries qui ornèrent alors la grande galerie du palais. Le roi disparut, et nul ne put dire ce qu'il était devenu. Les années s'écoulèrent, et personne n'osa plus approcher du palais par crainte de la malédiction. C'est une belle entrée en matière. Voilà, l'introduction. Une fois que l'introduction est faite, comment se passe la visite ? Alors la visite peut se faire évidemment du coup à l'aide de ce catalogue, donc, où figurent le conte, les illustrations et des notices biographiques avec des visuels des œuvres et des artistes. Mais on peut évidemment s'imprégner tout simplement de ces univers singuliers, de ce conte, s'immerger tout simplement. Il y a évidemment proposé aussi, comme chaque exposition à Guyancourt, un parcours jeu. C'est souvent un livret jeu. Là, ça sera un parcours avec une carte à déplier. Les enfants pourront répondre à des petites questions, des devinettes, pour évidemment évoluer dans ces univers. Dans cette exposition, il y a aussi un petit coin lecture qui peut permettre de se remémorer l'histoire ou de s'arrêter un instant. Oui, en effet, la scénographie a été faite de telle sorte à ce qu'on ait un espace central, un espace lecture,
où figurent en fait des livres prêtés par la médiathèque, puisque c'est par la médiathèque que l'accès se fait pour entrer dans la salle d'exposition. Donc des livres qui reprennent donc les contes traditionnels littéraires, sont pour la plupart des bandes dessinées aussi, voilà, donc des créations originales, mais c'est indépendant, je dirais, de notre conte scénographié. Mais dans cet espace, on peut retrouver par contre les illustrations originales de Julie Dumont, voilà, qui se retrouvent dans le catalogue. Et autour de cette exposition, il y a plusieurs activités, notamment ce samedi à 11h, une lecture de Praline Guépara. Est-ce que vous pouvez me parler de l'ouvrage qu'elle va présenter ? Alors en fait, oui, Praline Guépara est la conteuse en résidence avec la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. Et elle va proposer pour la première fois, là, samedi, demain, dès 11h, une création personnelle en partant des œuvres qui se trouvent dans l'exposition. Elle va donc raconter de très beaux contes donc des 9 continents, donc des contes du monde, mais au-delà aussi. C'est une formidable conteuse qui voilà, va, j'en suis sûr, vous captiver toutes et tous. Et donc l'idée, c'est toujours de développer l'imaginaire des Absolument. enfants. Merci Aurélien Demaison Merci pour toutes ces précisions. Si vous voulez découvrir les contes merveilleux, l'exposition est à voir jusqu'au 6 décembre à la salle d'exposition avec un accès par la médiathèque Jean Rousselot. On continue ce 7-8 week-end, le magazine de vos sorties et loisirs, avec une page cinéma. Cette semaine, le Grenier à sel de Trappes propose une programmation spéciale pour les plus jeunes d'entre nous. Le Grenier à sel accorde une attention particulière sur ce mois d'octobre aux films pour les jeunes spectateurs. Ils auront droit à voir différents programmes de courts-métrages ou des films plutôt porteurs, mais tous de qualité. Pour les plus petits, ils auront l'occasion de voir 2 programmes de courts-métrages. Le premier étant Les Fables de Monsieur Renard, où ils retrouveront le personnage du renard sur chacun des courts-métrages, ce qui leur permettra de bien suivre les 6 histoires dans la mesure où ce programme s'adresse aux tout petits, aux enfants à partir de 3 ans. On connaît le renard comme un être rusé, un être curieux, un être intelligent. Ce sera le cas dans ce programme de court-métrage. Et ils auront encore l'occasion de voir un autre programme qui s'appelle Les Petites Casseroles, où là, ce sont 6 histoires toutes différentes et qui ont comme point commun la différence. Je pense notamment à un court-métrage qui est très beau, qui est un court-métrage irlandais, où un petit oiseau doit migrer, mais il ne sait pas voler. Comment va-t-il faire ? Pour les plus grands, notamment les enfants entre 6 et 10, 11 ans, ils auront l'occasion de revoir, s'ils n'ont pas encore découvert, Vice Versa, qui est donc un film des studios Pixar et Disney, où là il s'agit d'une petite fille qui doit apprendre à contrôler ses émotions. Il y aura également Hôtel Transylvanie 2, qui est donc la suite du premier Hôtel Transylvanie. Dans ce film-là, la fille de Dracula a eu un enfant avec un humain. Et ce petit garçon va donc être initié par son grand-père vampire à l'art de devenir vampire. Bien sûr, tout ceci étant dans une ambiance tout à fait détendue et très drôle. Ce film ne fait absolument pas peur. Et vous aurez aussi également Phantom Boy, qui est un long métrage sorti des studios français qui s'appelle Folle Image, où là c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Léo, qui a 11 ans, et qui va être aidé d'un policier, Alex. Ils vont ensemble essayer de sauver la ville de New York. Donc c'est à la fois un très beau film graphiquement et c'est aussi une belle histoire policière. Donc vous serez pris dans un récit avec un rythme très haletant. Voilà, donc on espère que les plus jeunes spectateurs accompagnés de leurs parents seront ravis de venir au mois d'octobre au Grenier à sel. Merci. On conclut cette page cinéma avec cette fois les sorties de la semaine, vos avis, vos impressions, vos déceptions. C'est au micro de Camille Lambert. Heureusement qu'il a repris sa caméra après 10 ans de repos. On se laisse embarquer, oui, complètement. Les acteurs sensationnels, Gilles Lelouch, Mathieu Amalric, tout le monde, très enlevé, très dynamique, super. C'est un film qui est trépidant, on n'a pas le temps de s'endormir, il y a de l'action en permanence, c'est un film remarquable que je conseille à tout le monde. Et je trouve que c'est très compliqué, quoi. Ça part dans tous les sens, ça court dans tous les sens, c'est beaucoup de vent. Trop long, pas plausible. Bon, disons que je ne m'attendais pas à un grand chef-d'œuvre, mais bon voilà, ça se regarde, c'est gentil, on retrouve le côté humoristique qu'on peut avoir avec Eva Adams, donc bon voilà. Super film, je dirais pas que c'est un de ses meilleurs, mais il fait partie des meilleurs.
l'intrigue est bien, et puis c'est toutes ses peurs, lui, comme il fait d'habitude, quoi. Il transcrit ça à l'image, c'est vraiment bien. J'ai trouvé ça un peu dans le style de Match Point, peut-être un petit peu moins pervers, mais j'ai trouvé ça très très bien. J'ai beaucoup aimé Emma Stone, Joaquin Phoenix, l'atmosphère, enfin j'ai trouvé ça vraiment bien. Autre rendez-vous à noter à Châteaufort, c'est dimanche 18 octobre, la foire médiévale Saint-Simon. Elle revient pour sa 32e édition. Au programme, défilé en costume, danse médiévale et atelier pour les enfants. Un spectacle à empreinte carbone zéro, c'est le pitch de Rien ne se perd, une comédie absurde qui rassemble les plus belles répliques de théâtre, mais qui aussi crée ses costumes avec des emballages alimentaires. C'est samedi 17 octobre à 18h à la ferme de Bel-et-Bas pour un public à partir de 10 ans. On regarde un extrait. Bonsoir. On s'est lancé un défi, faire un spectacle à empreinte carbone zéro. Alors on récupère, on rafistole, on recycle les cuillères en plastique, les pots de yaourt, les papiers journaux, les boîtes à camembert, les rideaux, les acteurs et surtout les auteurs. Vous êtes venus écouter une histoire, alors autant vous servir le meilleur. Du rocambolesque, de l'amour, du sang, du rire, du suspense, des petits oiseaux et des jolis mots. Surtout des jolis mots. Ceux qui ont été écrits par les autres, les écrivains, les grands. Qu'est-ce que tout cela signifie? Cachez ce sein que je ne saurais voir. Être ou ne pas être? Telle est la question. Le 7-8 Week-end, c'est terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. La semaine prochaine, c'est Michael Almidoro qui vous proposera sorties et loisirs. Je vous souhaite un excellent week-end et bonnes vacances de la Toussaint.